Comment, dans vos professions et dans vos territoires, se mettent en œuvre les dispositions de l'état d'urgence sanitaire, tant pour ce qui est de la continuité des activités que du point de vue des mesures sociales? Alors nous, l'avantage qu'on a dans cette situation, c'est qu'on est organisé dans tous les départements, puisqu'on a des coordinations de syndicats départementales. Et ça nous a permis, dès la première semaine, d'avoir des retours très rapides de ce qui se passait dans les collectivités territoriales et dans les services publics en règle générale. Et donc, très, très vite, on a vu qu'il y avait des gros problèmes concernant la convocation des CHSCT, puisque nous sommes encore couverts par des CHSCT, donc qui n'étaient pas toujours convoqués, loin s'en faut. Il n'y avait pas de mise en place de plan de continuité de l'activité. Et surtout, ce qui nous a alertés, c'est qu'il y avait des services qui n'étaient absolument pas fermés et qu'il n'y avait aucun moyen de protection mis en place pour les agents. On avait des maires qui traitaient vraiment le confinement un peu par-dessus la jambe. Donc, c'est ce qui nous a poussé très rapidement à saisir le ministre du SOPT, à lui demander de mettre en place un texte contraignant pour les collectivités, puisque la libre administration des collectivités fait que chaque élu, au-delà de la loi, fait un peu ce qu'il veut pour organiser ses services. Donc, très vite, on a saisi le ministre. On n'a pas eu de réponse. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a décidé de déposer ce préavis de grève qui a fait tant de bruit, mais qui a permis au moins de mettre la lumière sur tous ces métiers au contact du public et souvent au contact d'un public fragile et qui n'était pas du tout protégé et en plus qui se voyait refuser son droit de retrait. Au niveau de la métallurgie, on a, comme vous le savez, une négociation qui a été clôturée au niveau de la branche avec un accord qui a été validé par l'ensemble des organisations syndicales à l'exception de la CGT, notamment sur la question des congés, où maintenant les employeurs ont un outil au niveau de la branche qui leur permet de mettre en application la prise de 6 jours de congé. Ça va, y compris dans certains groupes, au-delà des 6 jours, étant donné qu'à Airbus, il y a un accord qui vient d'être signé, là aussi par l'ensemble des organes, sauf la CGT, où ils leur prennent 10 jours de congé. Donc, oui, il y a une offensive patronale, y compris, ils n'attendent même pas la mise en application des ordonnances pour commencer à les appliquer au niveau des entreprises. Des situations variées d'une filière à l'autre, mais dans une même filière, on a des employeurs qui jouent le jeu, qui respectent la situation et qui créent les conditions pour que les salariés restent confinés. Et à côté, la boîte à côté, sur la même filière, des employeurs qui sont à l'offensive, y compris parfois sous forme de menaces, de sanctions, de lettres de décharge que certains salariés signent pour faire reprendre l'activité le plus rapidement possible. Donc, on a une situation un peu compliquée dans la métallurgie, étant donné qu'on a une UMM plus que jamais à l'offensive, avec toujours leur seul objectif, c'est de refaire partir l'activité économique et bien évidemment au détriment de la situation de santé des salariés. Donc, on a des situations où les salariés commencent à se mobiliser de manière intéressante. On va voir la semaine prochaine parce qu'on a une semaine décisive qui va commencer à se mettre en place, étant donné que l'objectif du patronat de la métallurgie, c'est que dès la semaine prochaine, l'ensemble des activités repartent. Il y a des boîtes importantes dans le contexte, PSA, il y a eu des mobilisations qui ont fait reculer le patronat, y compris de manière unitaire, CGT, mais pas que. Souvent, c'est les CGT qui sont à l'origine de la construction de la mobilisation, mais dans certaines boîtes, comme PSA, d'autres organisations ont suivi. Il y a beaucoup de boîtes de la sous-traitance automobile où il y a des mobilisations importantes, conséquentes qu'ils construisent. On sait que dès la semaine prochaine, ces mobilisations risquent de prendre de l'ampleur parce que les salariés vont travailler la peur au ventre et donc pour beaucoup, la possibilité de se mettre en grève, ça leur donne une porte de sortie pour ne pas être exposés à cette situation. Donc ouais, on sent qu'il y a un mécontentement qui commence de plus en plus à monter et je pense qu'on peut très rapidement se retrouver devant des sites complètement à l'arrêt du fait que les employeurs ne veulent pas respecter la règle du confinement, etc. etc. Par rapport à ce qu'a dit Fred, effectivement, je confirme. Dans la métallurgie, aujourd'hui, il y a une nouvelle montée, une nouvelle pression très forte du patronat pour la reprise des entreprises. Dès le départ,
on a vu quand même une CGT dans la métallurgie très mobilisée, où on a eu des droits de retrait, des droits d'alerte, où les salariés sont repartis chez eux, mais il faut quand même avoir dans la tête que dans le Grand Est, ça fait quand même maintenant plus d'un mois qu'on est balayé par cette vague du Covid-19. Et quand il y a eu des grosses craintes, on a eu des cas de salariés très touchés, notamment dans la métallurgie, je parle dans la sidérurgie, dans l'automobile, ce qui fait que les gens se sont mobilisés aux côtés de la CGT. Et je rejoins ce que dit Fred, ça a été parfois dans l'unité, ça a été parfois seule la CGT, ou des fois même on a échoué. Tout ça pour dire que c'est pas évident non plus de faire une analyse fine de la situation, puisque les choses se sont déroulées différemment selon ce que l'entreprise est une grosse entreprise, une petite, une moyenne, s'il y a la CGT, s'il n'y a pas la CGT. Voilà, il y a tout ça. Et donc, on vit un panel de situations complètement différentes pour chaque salarié. Et donc, c'est forcément pas évident de faire une analyse concrète. Je peux vous dire que dans toutes les familles, on est touché, soit par des malades, soit par des décès. On faisait un constat, là, 3 semaines, un mois après. Donc, on n'a peut-être pas eu la même situation partout dans le pays que ce qu'on a vécu, nous, par rapport à ça. Et dans les entreprises, c'est la même chose. Juste pour finir là-dessus aussi, aujourd'hui, on est confronté à autre chose. C'est aussi qu'il y a une partie donc, qui a l'UEM essentiellement qui met la pression. C'est peut-être moins vrai dans d'autres branches, mais d'autres branches qui n'ont pas arrêté, je pense par exemple au papier carton, à la chimie. On a 6 000 emplois dans la chimie, par exemple du côté de Mulhouse, ils ont tous continué à travailler. Alors, moins que d'habitude, parce qu'il y avait des salariés qui gardaient leurs enfants, d'autres qui étaient en arrêt maladie, mais les entreprises ont toujours continué à tourner. Par contre, dans la métallurgie, il y avait un vrai arrêt de la production. Aujourd'hui, il y a une pression du patronat pour reprendre le travail, mais il y a aussi une pression de certains salariés qui nous disent, nous, notre pouvoir d'achat, nos salaires baissent, et moi, je veux travailler parce que je ne peux pas me permettre de perdre du salaire. Et ça, c'est aussi une nouvelle donne auxquelles sont confrontés nos syndicats, qui n'est pas forcément évidente à régler comme équation en la période. Ils sont prêts à revenir travailler à tout prix, ou bien ils mettent en avant des exigences en matière de protection? Non, ils ne veulent pas non plus travailler à tout prix. Je dirais qu'il y a 2 éléments. Il y a le premier élément où on s'habitue à la maladie. Donc, ils ont moins peur. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, le confinement fait qu'aussi, il y a un certain nombre de salariés qui en ont un peu ras-le-bol de rester bloqués à la maison. Hein, ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième, c'est effectivement le porte-monnaie qui est touché. Parce qu'on voit bien que cette crise, elle met en avant vraiment les difficultés et une augmentation de la pauvreté. J'entendais la dernière fois de 15% qui est prévu par rapport au chômage dans le monde. 15% d'augmentation de pauvreté, vous voyez bien. Donc la France va être touchée de fait. Elle est déjà touchée. Et on le sait bien, et Frédéric le sait bien aussi, que dans la métallurgie, on a chez les sous-traitants souvent des bas salaires. Souvent des bas salaires. Tout à fait. Donc, c'est un nouveau défi pour nous là, et pour nos camarades dans les boîtes. C'est pas forcément évident là de gérer ça en ce moment. Du côté des banques et assurances? Alors nous, ça a été hyper compliqué au départ parce que, sans nous l'avouer ouvertement, le but du jeu de nos patrons, c'était de sauver le système bancaire et le capitalisme. Et puis, les salariés, s'il y avait des malades plus, c'était une variable d'ajustement, je vais le dire comme ça, ou des dommages collatéraux. On a bagarré pour que des mesures soient mises en place parce que dans les plans, un peu, je rejoins ce qu'a dit Natacha au départ, nous, dans les plans de continuité d'activité, ils avaient tout prévu sauf une pandémie, quoi. Donc, le fait de mettre tous les salariés, enfin une grosse partie en télétravail, ça a été plus facile, moins difficile dans les assurances où ils ont pris plus de mesures tout de suite.
et où aujourd'hui il y a 90% des salariés de l'assurance qui est en télétravail. Dans les banques, ça a été beaucoup plus compliqué. Encore aujourd'hui, dans les centres, dans les sièges, dans les centres administratifs, il y a encore beaucoup de salariés qui travaillent sur site. Et on a bagarré pour que des mesures soient prises au niveau de l'hygiène, parce qu'il n'y avait pas les distances de sécurité, etc. Ils ont pris ça un peu… ils n'ont pas mesuré la gravité de la situation, à notre avis. Pareil pour les agences, où il a fallu vraiment qu'on se bagarre pour pouvoir fermer les agences à la clientèle permanente, on va dire ça comme ça. Donc, les agences sont ouvertes, mais avec rideau fermé aujourd'hui, et on reçoit que sur rendez-vous. Et puis, dans la période de versement des allocations sociales, la CAF, etc., le RSA, ont été mis en place des mesures, mais il a fallu attendre 15 jours, 3 semaines avant qu'il y ait vraiment des mesures de sécurité et de santé des salariés mises en place. Il a fallu qu'on fasse des droits d'alerte dans nombre d'entreprises. À l'inverse de la métallurgie, où là, on a du mal à imaginer qu'un mécanicien, un tourneur-fraiseur, il fasse du télétravail, vous êtes beaucoup dans une activité dématérialisée depuis très longtemps. On ferme des agences, on invite les gens à ne plus aller au guichet. C'est quand même un paradoxe. Sauf qu'il y a deux cas, deux types de clientèle et d'usagers qui sont toujours en relation, pas permanente, mais avec leur banque. C'est les clientèles fragiles, ceux qui n'ont pas d'instrument de paiement parce que leur revenu ne leur permet pas, ou parce qu'ils ont eu des incidents bancaires, etc. Donc, ces personnes-là, elles ont besoin d'avoir accès à l'argent. Donc, il y a besoin de les servir. C'est pour ça qu'on avait cette difficulté-là au départ. On a besoin de leur donner accès à leur argent. Ils n'ont pas forcément de carte de retrait pour aller au distributeur. Et puis, il y a les commerçants et les artisans qui, eux aussi, ont besoin d'avoir un accès différent à l'argent pour avoir la monnaie quand tu vas chez le boulanger, etc. Et donc, il y a besoin vraiment des agences. Et ça, nous, on ne va pas se priver d'utiliser cet argument-là, parce que même nos patrons nous ont dit c'est essentiel que les agences soient ouvertes. Donc, il y a un double discours. Quand ça les arrange, il faut les fermer parce que ça leur coûte trop cher. Et quand il faut faire du business, il faut les laisser ouvertes. Et puis, on a eu une grosse bagarre, c'est sur les objectifs commerciaux. Parce que on a demandé à ce qu'il y ait un arrêt des objectifs, parce qu'on a vu des dérives au départ, notamment des petits malins qui se sont mis à vendre des assurances d'essai, des conventions obsèques pendant la période, quoi. Je voudrais juste rajouter quand même qu'au niveau du comité régional, on s'est vite rendu compte que ce n'était pas forcément évident. Il y a 10 unions départementales dans le Grand Est. Pour toutes nos unions départementales, de s'organiser en la période. Donc, on a quand même travaillé à faire en sorte que nos unions départementales puissent se réunir en réunion téléphonée de leur direction du D, etc., puissent commencer à mettre en place des dispositifs pour aider les syndicats, pour répondre aux salariés, pour remettre une CGT en action, quoi, parce que ce n'était pas forcément évident au départ. Et donc, on a ouvert des créneaux de réunion téléphonées et maintenant, ça fonctionne comme ça, quoi. Toutes les UD se réunissent régulièrement avec leur CE, etc. Avec les professions aussi, donc les professions organisées, il n'y en a pas beaucoup sur la région, mais les quelques, effectivement, on a tout de suite pris des contacts pour voir un peu les problématiques, comment on pouvait aider, etc. Est-ce que vous avez le sentiment que là, dans cette période du coronavirus, le dialogue social a mieux fonctionné? Est-ce que vous avez l'impression d'être plus sollicité en ce moment par les directions, par exemple? Est-ce que vous avez l'impression d'être entendu, écouté par les pouvoirs publics, par les employeurs ou par les branches?
les collectivités locales, c'est donc un dialogue social local. Alors, dans certains endroits, ça marche très, très bien. Et effectivement, en fonction du rapport qu'on peut avoir avec les collectivités ou en fonction des rapports qu'on peut avoir avec les directeurs généraux de services, par exemple, ça peut se passer très bien, même mieux. Et en la période, on a des élus qui se retournent vers la CGT et qui travaillent plutôt très bien. Après, au niveau national, force est de constater que c'est catastrophique et qu'on a un ministre qui est à l'image du gouvernement, qui privilégie la communication, mais qui, sur le fond, ça sonne creux. C'est-à-dire que il communique, il a communiqué très vite sur les jours de congé qu'il fallait supprimer parce qu'il fallait que les fonctionnaires se mettent à disposition de la nation pour travailler. Mais quand on lui réclame des masques, rien du tout. Quand on lui a démontré qu'il y avait des masques dans certains endroits, puisque les pompiers chez nous ont fait une grande enquête, ils ont contacté les ARS et on a mis en lumière qu'il y avait des masques dans certains endroits, mais qu'il n'y avait aucune façon de les distribuer et de les mettre à disposition des professions qui en avaient grand besoin. Bon, ben là, un vide intersidéral. Il a communiqué très vite sur les sanctions que pouvaient avoir les agents qui refusaient de se rendre sur leur poste de travail, mais n'a jamais donné des réponses précises sur les patrons qui refusaient les droits de retrait. Enfin voilà, on a vraiment au niveau national un dialogue social totalement inexistant. Moi, ce qui m'a un peu sauté au visage là, pendant cette crise qu'on est en train de vivre, c'est quand même que la réforme territoriale, aujourd'hui, qui a été mise en place par Hollande, elle s'applique pleinement. Et que au niveau institutionnel, le dialogue social, maintenant, est régionalisé. On le voit bien, puisqu'il a fallu tirer l'oreille des préfets départementaux pour qu'ils soient en contact avec nos UD. Les directs ne répondent plus aux UD. Par exemple, tout ce qui est chômage partiel, c'est régionalisé. Bon, puis alors avec la santé, l'ARS. Nous, c'est complètement difficile vraiment d'avoir un dialogue social, enfin, si on peut l'appeler comme ça, dans la période, puisqu'on est complètement mis à l'écart des pouvoirs publics. Depuis le début de la crise, même la semaine avant le confinement, le conseil régional, donc Jean Rotner, très Macron-compatible, faut quand même se le dire, organise des réunions hebdomadaires avec le patronat, les CCI, les chambres consulaires, etc. Ils sont en train de donner des moyens aux entreprises. Alors, nous, on ne crache pas dans la soupe, il y a besoin peut-être d'aider, effectivement, en mettant des dispositifs en place qui vont s'appliquer maintenant, qui s'appliqueront après. On n'est pas informé. On n'est pas informé, on n'est même pas encore moins consulté. Donc, vous voyez, là, on n'est pas considéré comme des acteurs économiques et sociaux du département, de la région, pardon. On a réussi, il m'a fallu quand même 10 jours de travailler avec les autres organisations syndicales, il a fallu que je les appelle une par une, etc., pour faire un courrier commun à Rotner. Et donc, vendredi prochain, enfin, on a notre réunion téléphonique avec Rotner. Alors, évidemment, on a des revendications importantes. On veut tout de suite un observatoire rapidement de la situation économique. On veut connaître les dispositifs qui sont mis en place. Et nous, évidemment, au niveau de la CGT, on va pousser en avant sur les questions industrielles et en même temps qu'on ait des vrais projets structurants pour l'avenir maintenant. Nous, au niveau de la métallurgie et sur le dialogue social, on est dans la continuité de ce qu'on connaît depuis maintenant un certain nombre d'années. Un UMM qui est focalisé sur, je le disais dès le départ, sur les questions économiques, les questions de bien évidemment répondre à la situation du monde de la finance. D'ailleurs, je pense qu'on ressortira de cette crise avec une fracture, y compris avec les autres organisations syndicales, qui, comme vous le savez, ont signé une déclaration commune avec l'UMM. Les autres, c'est CFCGC, CFDT, Force ouvrière, au niveau de la branche où ils accompagnent les choix économiques du patronat. Donc, on a un dialogue social qui va se détériorer, qui s'est déjà détérioré, étant donné qu'on a dit ce qu'on pensait aux autres organisations syndicales sur leur attitude, sur l'attitude de l'UMM. Après, je partage ce que dit la camarade des services publics. Sur le terrain, il y a des choses intéressantes. Il y a des employeurs qui essayent de jouer le jeu, qui sont confrontés à des situations quand même exceptionnelles.
y compris des employeurs qui font des demandes des chômages partiels qui sont refusées par les directs. Parce qu'il y a des prérogatives au niveau national qui font que partout où on peut freiner sur la mise en place du chômage partiel, eh ben, on crée les conditions pour freiner. Et donc, on est face à cette situation. Donc, certains employeurs, notamment dans les petites et moyennes entreprises, je parle, où essayent tant bien que mal de respecter la situation que traverse le pays, et d'autres, notamment les grands groupes, on peut les citer, Airbus, PSA, Renault, Safran, à l'exception de Thales, qui a réussi à signer un accord au niveau du groupe qui est intéressant, avec des choses, une couverture pour les salariés assez importante, un dialogue social qui a réussi à se construire, mais très globalement au niveau des grands groupes, un dialogue social détérioré, des relations intersyndicales qui se sont tendues, et donc on aura besoin de reconstruire un certain nombre de choses, que ce soit dans la négociation qui pour le moment est suspendue, mais bien évidemment que l'UMM va tout faire pour remettre en activité dès qu'on aura les possibilités de le faire, et d'autres organisations syndicales, les trois que je vous ai citées, qui malheureusement ont un comportement que je qualifierais d'inquiétant, pour ne pas dire plus. Les relations entre les organisations syndicales, en revanche, dans la fonction publique, ça semble toujours être assez unitaire. Oui, en fait, la lutte contre le projet de réforme des retraites a vraiment créé un lien, même personnel, entre les représentants des organisations syndicales. Et c'est vrai qu'on est régulièrement en lien. Et on en est au 3e ou 4e communiqué, il me semble, depuis le début de la pandémie. Et voilà, on se contacte souvent par mail ou par téléphone, on se tient au courant et c'est plutôt très bien. Cet arc-là, justement, ça permettra pour la sortie et pour la suite de toute façon de l'activité syndicale d'avoir un arc fort et c'est plutôt pas mal du tout. Mais je tiens à insister, c'est vraiment national parce que sur le terrain, pour ce qui concerne les collectivités territoriales, c'est très souvent la CGT qui est en première ligne puisque les autres organisations syndicales ne sont pas représentées partout, loin s'en faut. Oui, alors nous c'est différent d'une branche à une autre. Enfin, le seul point commun, c'est que nos chambres patronales refusent d'imposer quoi que ce soit à leurs adhérents. Donc, on reste dans les généralités. Quand on a des réunions régulières, ils nous disent on prend le point, mais on va voir ce qu'on va en faire. Et on voit que dans la réalité, dans les entreprises, c'est un peu chacun fait ce qu'il veut dans son coin. Dans la banque, par exemple, on voit une différence dans ce sujet des congés entre les banques mutualistes et les banques non mutualistes. Et j'avoue que c'est un peu comme dans la métallurgie. Nous, on l'a vu, les agents généraux d'assurance, c'est-à-dire les petites agences qui sont avec des patrons indépendants, ont joué le jeu, la plupart ont joué le jeu tout de suite de la sécurité des salariés, alors que dans les grands groupes, c'est plutôt la santé économique de l'entreprise qui prime. Il a fallu vraiment qu'on leur rappelle leurs responsabilités et leurs obligations de résultat en matière de santé et de sécurité. Comment les salariés ont ressenti les dispositions sociales de la loi d'état d'urgence sanitaire? Est-ce que c'est l'histoire des congés? Est-ce que c'est l'histoire du chômage partiel? Alors, nous, l'histoire du chômage partiel, ça n'a pas été l'urgence. Mais ce qui est venu vraiment en premier, c'est sur la prise de congé. Et paradoxalement, ce qu'on peut observer, c'est que, en fait, les collectivités où très vite, on a respecté la mise en place de CHSCT, la mise en place de plans de continuité de l'activité et les protections si possible pour les salariés qui étaient sur des activités essentielles. Là, très vite, les collectivités ont communiqué en disant on ne touchera pas à vos congés, on ne touchera pas aux primes, vous aurez tout, ne vous inquiétez pas, voilà. Et par contre, là où il y a eu des difficultés pour mettre en place des mesures d'urgence, là, ce sont les collectivités qui se sont empressées d'appliquer la retenue des congés et la réduction des primes, en parlant d'absentéisme. Donc voilà, on a vraiment des collectivités qui ne jouent absolument pas le jeu. Et c'est principalement ce qui… Alors,
on va dire que la deuxième, troisième semaine, ça a été sur les congés, les préoccupations. Et là, en ce moment, puisqu'on en a parlé dans les médias, c'est sur l'histoire de la prime. Alors, sachant que la CGT, une prime à la mort, on y est totalement opposé. Donc, s'il devait y avoir une prime pour les territoriaux, ça serait pour nous quelque chose où on ne devrait pas oublier les agents en télétravail et une prime qui concerne tout le monde et qui soit équitable partout sur le territoire et partout pour tous les fonctionnaires. Parce qu'il est hors de question de payer les gens pour qu'ils aillent prendre des risques, et c'est vu pour nous, et c'est la façon dont on le voit et dont on s'exprime, c'est vu comme une prime pour aller prendre des risques sur le terrain, et c'est absolument abominable. Sachant que nous, dans la fonction publique territoriale, ceux qui interviennent aujourd'hui, que ce soit les ATSEM, les éboueurs, les aides à domicile, sont souvent des tout petits salaires, des temps non complets, donc des salaires entre 500 et 1500 euros, et qui forcément voient cette prime comme une possibilité d'améliorer immédiatement le quotidien. Or, ce n'est pas ce que nous on réclame. Ce que nous on réclame depuis plus de 10 ans maintenant, c'est le dégel du point d'indice et vraiment des salaires décents dans la fonction publique territoriale. Dans la métallurgie, on est confronté à deux situations paradoxes. Des salariés qui, bien évidemment, vont travailler la peur au ventre, avec des pressions abominables du patronat. Et bien évidemment, la question du pouvoir d'achat, elle est posée. La métallurgie, une grande majorité, c'est des bas salaires. Une fois qu'ils sont mis en chômage partiel, il y a une perte conséquence sur le salaire, bien évidemment, avec des situations et des répercussions sur la vie familiale importantes. Donc, on a besoin, nous, de tenir les deux bouts, c'est-à-dire de créer les conditions pour que les salariés ne soient pas exposés à un risque d'épidémie. C'est la bataille qu'on mène et que mènent les syndiqués, les syndicats, les salariés sur le terrain. Et en même temps, il faut qu'on crée les conditions pour un maintien du pouvoir d'achat. C'est pour ça qu'on se base sur un chômage partiel payé à 100%, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de conséquences sur le salaire et le pouvoir d'achat des salariés, et toujours avec l'objectif d'une augmentation des salaires. On est toujours sur cette bataille. Aujourd'hui, majoritairement, les salariés, dans leur ensemble, suivent un peu la CGT dans ce qu'on porte, c'est-à-dire prise à 100% du chômage partiel. Là où ce n'est pas des activités vitales, il faut mettre les camarades à l'arrière en leur garantissant toujours le salaire intégral. Mais bon, on a quand même des salariés, y compris des syndiqués, qui aujourd'hui vivent mal le confinement. 4 semaines, ça commence à peser dans l'état d'esprit, dans le moral des camarades, dans le moral des salariés. Et certains disent une reprise d'activité, ça ne serait pas mauvais, même si toutes les garanties ne sont pas assurées. Donc, on est confronté à cette double problématique. Le patronat en joue. Pour le moment, ça résiste. Pas de partout. Il y en a qui acceptent la reprise d'activité dans des conditions parfois compliquées, voire désastreuses dans certaines entreprises. Donc voilà, il faut qu'on arrive à créer les conditions, à mettre dans la tête des salariés que la première des priorités, c'est la santé. Et donc, dans la période, c'est sur ça qu'il faut qu'on se focalise. Et en même temps, mener une bataille. C'est un peu le sens de notre interpellation au niveau du Conseil d'État et des différentes déclarations de la Fédération. En même temps, préserver le pouvoir d'achat et l'intégralité des salaires à l'ensemble des salariés confrontés à ces situations. Il y a plusieurs situations. C'est un peu comme pour les autres secteurs. Il y a ceux qui vont bosser avec la peur au ventre. Et ce que nous, on craint, c'est une concurrence entre les salariés. Et de se dire, il y en a qui ont la chance de pouvoir télétravailler, il y en a qui sont en dispense d'activité parce que, je le rappelle, ce n'est pas de leur fait, c'est parce que l'entreprise n'a pas pu leur donner les moyens de faire du télétravail. Donc, on subit une situation et on a des salariés qui trouvent presque logique qu'on participe à l'effort national et que c'est normal de donner des jours de congé à l'entreprise. Une fois qu'on discute et qu'on leur explique que pendant des années, nos secteurs d'activité ont bénéficié des aides de l'État, du CICE, pacte de responsabilité, et que les salariés n'en ont pas vu les bénéfices au cours de ces dernières années-là, que c'est le moment ou jamais de mobiliser les sommes qu'ils ont engendrées
par les aides de l'État, les exonérations de cotisations sociales, pour justement permettre une égalité de traitement entre tous les salariés, qui soient en télétravail, qui soient en dispense d'activité ou qui travaillent sur le terrain, et qu'il n'y a pas nécessité aujourd'hui pour les entreprises de nos secteurs, de nous piquer des congés. D'abord parce que ce qui risque de se passer, c'est qu'on paye 2 fois cette crise. Cette année, on va nous dire il faut donner des congés. Et puis l'année prochaine, on va nous dire vous aurez moins ou pas d'intéressement, de participation, parce qu'on aura eu une période de baisse d'activité. Donc, on va payer 2 fois cette crise, alors que nos secteurs ont bénéficié de beaucoup d'aides d'État au cours de ces dernières années. Alors, on évoquait la peur au ventre. On commence aussi beaucoup à évoquer le jour d'après. Le jour d'après, c'est vraisemblablement une crise économique comme on n'en a pas connu depuis très longtemps. Est-ce que ça fait partie d'abord des préoccupations des salariés? Est-ce qu'ils le disent? Et est-ce que ça fait partie aussi des préoccupations des organisations syndicales qui sont les vôtres? Moi, je veux bien commencer. Par rapport aux salariés, non. Ils ne parlent pas du jour d'après. Ils sont plutôt au jour le jour, comment je fais aujourd'hui et de la situation présente. Par contre, nous, oui, ça nous préoccupe parce que, on le disait tout à l'heure, les fermetures d'agences, le fait d'avoir mis pas mal de salariés en télétravail, je l'ai évoqué ce matin avec la chambre patronale de la banque en disant que toutes les modes de fonctionnement qui nous ont mis en place ces dernières années avec les agences complètement ouvertes, les open space, ce qu'ils appellent flex office, c'est-à-dire tu n'as pas de poste de travail fixe, c'est le premier qui arrive qui peut s'asseoir. Tout ça, ça participe à propager le virus, donc à ne pas garantir la santé des salariés. Donc oui, nous, ce sont des questions qu'on se pose et on va se servir et de leurs arguments dans un sens comme dans l'autre pour pouvoir construire demain. Oui, c'est sûr que c'est pas une globalité, hein, mais bien sûr, ça traverse la tête de nos syndiqués, des salariés. Comment on va ressortir de cette crise? Dans quelle situation? Certaines entreprises sont menacées, bien évidemment, par rapport à cette situation. Mais la priorité dans la tête d'une majorité de syndiqués et de salariés dans la période, c'est de gérer le quotidien, d'essayer de trouver des réponses pour sortir de la situation en garantissant, bien évidemment, la sécurité sanitaire des salariés et de la population et en même temps, regarder qu'est-ce qu'on a besoin de construire quand on sera sorti de cette situation. Je pense que nous, en tant qu'organisation syndicale, on doit se projeter dans l'après, on doit réfléchir à ce qu'on a besoin de construire. Et je pense qu'on aura besoin d'une CGT plus que jamais en ordre de bataille. Je pense qu'il y aura besoin d'un rapport de force conséquent pour déjà pas qu'on se fasse une fois de plus raboter les acquis et pour en conquérir de nouveaux. Je pense qu'il y a besoin que la CGT elle reste dans sa ligne de conduite, c'est-à-dire continuer à porter nos revendications, que ce soit sur la question des salaires, sur la question de la défense des services publics, sur la question du développement de l'industrie, sur les questions environnementales. Et après, ça sera à nous de créer les conditions pour faire des propositions après ces sorties de crise qui répondent à une situation qui sera en tout état de cause dégradée. On nous annonce 6% du PIB en moins, donc on sait ce que ça veut dire. Donc on sait qu'il y aura des conséquences économiques qui risquent d'être importantes. Et donc d'où le besoin d'une CGT plus que jamais à l'offensive.